Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du professeur Gilbert Doctorow, analyste des affaires internationales, historien et également auteur. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup. Eh bien, la question des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, je suppose qu'elle en déroute beaucoup, car après 3 ans de boycott diplomatique complet, refusant même de parler aux Russes, les Européens semblent désormais agir dans une grande précipitation. Ils ont récemment lancé un ultimatum exigeant un cessez-le-feu inconditionnel sous 30 jours, ce qui signifiait ne discuter d'aucun règlement politique avant le cessez-le-feu. En fait, ne pas discuter du tout avec les Russes. Tout cela a été communiqué par des ultimatums et des menaces de sanctions, car aucun Européen ne prend réellement la peine d'appeler Moscou. Comment expliquer ce récent, disons, fiasco? Je ne sais même pas si on peut encore parler de diplomatie. Mais comment comprenez-vous cela? Eh bien, ce que font les Européens est difficile à comprendre. Nous allons essayer de l'expliquer, mais il faut replacer cela dans un contexte plus large. Ce que fait Donald Trump est également difficile à comprendre. Sa méthode pour mener ces négociations consiste à créer un brouillard total, une confusion totale, afin que tous les nombreux opposants à ses efforts ne sachent pas ce qui va suivre et ne puissent pas opposer une résistance sérieuse à ce qu'il pourrait tenter de faire. En même temps, cette méthode contient en elle-même une formule pour un échec complet. Il soutient activement ses 2 envoyés, Steve Witkoff et le général Kellogg, qui incarnent chacun une solution différente, une solution contradictoire. Witkoff est proche de la position russe et Kellogg est très proche de la position européenne. Trait d'union, la position de Zelensky. Il est impossible de voir comment cela pourrait aboutir à un règlement. Je reviens également au point de départ de l'illogisme fondamental concernant l'un des co-belligérants, à savoir les États-Unis, qui fournissent des armes et des financements à l'Ukraine depuis 3 ans. Et maintenant, l'un de ces co-belligérants vient de se présenter comme médiateur. Cela n'a aucun sens. C'est pourquoi nous nous trouvons dans cette situation très particulière où tout le monde attend de savoir si Poutine, Trump et Zelensky seront tous au même endroit à Istanbul demain, avec leurs équipes, pour faire quelque chose en vue de la paix. J'ai beaucoup de mal à comprendre cela. Eh bien, la proposition de Kellogg est intéressante parce que, encore une fois, la principale exigence des Russes est le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine. Au lieu de cela, il a proposé que les Russes se retirent. En fait, que les 2 camps se retirent chacun de 15 kilomètres, afin que des troupes de pays de l'OTAN puissent venir observer sans apparemment se considérer comme des participants au conflit, et cela sous un cessez-le-feu inconditionnel. Donc, c'est un peu déroutant. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, les États-Unis jouent le rôle de médiateur, même s'ils ont été, je suppose, l'un des principaux participants. Et les Européens vont jouer le rôle de gardiens de la paix, objectif ou neutre. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Alors, savent-ils que cela est voué à l'échec, ou pensez-vous qu'il y a un espoir que les Russes puissent être poussés à accepter ce cadre? Si nous devons chercher une logique au milieu de cette confusion, la logique à laquelle j'arrive est la suivante. Trump met en place une situation où toutes les parties seront témoins des conditions impossibles que Zelensky propose, selon lesquelles le perdant d'un affrontement militaire cherche une solution qui ferait de lui le vainqueur, et ferait du vainqueur sur le champ de bataille celui qui réclame la position du perdant, payer des réparations, se soumettre à un tribunal de guerre, et tout le reste qui figure dans les propositions de paix ukrainiennes de ces 3 dernières années et dans les récentes déclarations des dirigeants européens.
C'est donc un non-sens fondamental et basique qui sort de la bouche de Zelensky. Et si Trump veut être cohérent et logique, ce qui est un grand effort à attendre, car il est tellement illogique dans nombre de ses actions, alors il fera ce qui s'impose ensuite, c'est-à-dire dénoncer Zelensky, dire qu'il est impossible de parvenir à un accord sur la base des positions ukrainiennes, et il s'en lavera les mains. Si l'on veut être logique, et si Trump donne la direction à Witkoff et muselle plus ou moins Kellogg, s'ils devaient tous se retrouver dans la même pièce, ou du moins dans le même bâtiment, alors il serait logique que Zelensky se retire, abandonne la présidence et dise « Je laisse à mes successeurs le soin d'accepter une défaite que je n'accepterai pas ». Ce serait logique. Mais pour des gens qui sniffent de la cocaïne, je pense qu'il est trop demandé d'attendre un comportement logique de la part de M. Zelensky. Donc nous verrons bien. Quel est le dernier, disons, coup politique de Zelensky? Parce qu'il a déclaré, vous savez, « Je vais me rendre à Istanbul et je veux rencontrer Poutine ici jeudi ». Ce qui est d'ordinaire, on ne donne pas à un dirigeant étranger 48 heures pour se présenter. On ne sait pas non plus très bien quel type de négociation cela impliquerait, ni comment des questions aussi fondamentales que la sécurité pourraient être organisées. Mais il ne veut rencontrer que Poutine. Cela intervient après 3 ans, à dire qu'il n'y a rien à discuter, qu'il refuse même toute négociation. Comment interprétez-vous cela? Est-ce selon vous, soit de la panique face à l'effondrement rapide des lignes de front, soit simplement la conscience que ces exigences ne pourront jamais être satisfaites? En d'autres termes, essaie-t-il de jouer le rôle de faiseur de paix auprès de Trump? Étant donné que Trump est manifestement frustré par le refus de Zelensky d'engager des négociations et de rechercher la paix, comment comprenez-vous les actions de Zelensky? Parce qu'il est très difficile de prendre cela vraiment au sérieux. Je pense que toute la scène à laquelle nous assistons est orchestrée par Trump. Je crois qu'il a dit à Zelensky, je n'ai pas besoin de l'imaginer, sur ses réseaux sociaux, Trump a dit directement à Zelensky, présente-toi immédiatement, accepte l'invitation de Poutine à ouvrir des négociations et accepte-la tout de suite. Je pense que Poutine n'irait à Istanbul qu'à la condition que Trump soit présent. Et les dernières déclarations de Trump suggèrent le contraire, qu'il va se rendre à Istanbul parce que Poutine y sera. C'est absurde. Poutine ne montrerait jamais son visage à Istanbul sans que Trump y soit. Et la raison en est qu'il est convaincu que Zelensky fera des déclarations tellement absurdes que les Américains n'auront d'autre choix que de le dénoncer et de l'abandonner. Et c'est pour cette raison que Poutine ira. Les talk-shows russes disaient hier soir qu'il est totalement insensé de parler de négociations directes avec Zelensky, que Zelensky n'est pas une force indépendante, il dépend de ses curateurs. Comme les Russes appellent ses soutiens dans le reste de l'Europe et aux États-Unis, et les seuls avec qui l'on peut négocier, ce sont les Américains. Donc si Trump est là, alors les Américains sont là, et Poutine peut négocier avec lui pendant que Zelensky est probablement dans la pièce d'à côté, furieux. Mais en es-tu sûr? Ou pourquoi penses-tu que Trump s'oriente dans cette direction? Parce qu'au départ, pendant sa campagne, il était totalement pour mettre fin à la guerre en 24 heures. Mais ensuite, il semble qu'il ait progressivement adopté une position plus néoconservatrice. C'est-à-dire qu'il a de plus en plus fait de cette guerre une guerre de Trump, en continuant à fournir des armes et à maintenir le soutien en matière de renseignement, au lieu de simplement couper les liens avec l'Ukraine et de s'en aller. Pendant un moment, il a semblé que c'était ce qu'il allait faire, surtout après ce grand fiasco dans le bureau ovale. Mais penses-tu que Trump cherche encore un moyen de rompre les liens avec l'Ukraine?
parce qu'il semble y avoir un certain optimisme chez les Européens quant à leur capacité à ramener l'Amérique dans la guerre. Mais tu vois les choses différemment. Eh bien, l'optimisme, je pense, est semé. Il est promu par Trump pour écarter les gens de son chemin. Si je peux donner une quelconque justification à la confusion qu'il sème, c'est encore une fois pour désarmer ses ennemis et les empêcher de l'attaquer directement aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'il soit confronté à un fait accompli et qu'il soit alors obligé de reculer et d'accepter ce qui s'est passé. Je pense que ce que vous venez de suggérer fait l'objet d'un article principal dans le Financial Times d'aujourd'hui, où ils disent que Trump, ils font référence aux déclarations de J.D. Vance à la presse hier, que les Russes vont trop loin, ils exigent trop. Et à partir de là, ils en déduisent que Trump est devenu beaucoup plus favorable à la cause des Ukrainiens et beaucoup moins favorable aux Russes. Encore une fois, cela fait partie de la confusion que lui et son entourage entretiennent pour des raisons tactiques. La question est de savoir à quel moment on ne brouille plus l'autre camp, mais on finit par se brouiller soi-même. Je ne sais pas si Trump a réellement une solution, ou s'il erre et change d'avis au jour le jour, en fonction de ce que la dernière personne lui a soufflé à l'oreille, comme le disent ses détracteurs. L'article du Financial Times d'aujourd'hui soulignait qu'ils avaient interviewé des personnes qui seraient les ennemis naturels de tout ce que Trump entreprend. Par exemple, l'ancien ambassadeur McFaul. Et vous les entendez faire des déclarations que vous avez du mal à croire en les lisant. McFaul dit, eh bien, enfin, Trump se rend compte que les Russes ne sont pas des amis de l'Amérique. Mon Dieu, après 3 ans de guerre au cours desquels les États-Unis ont à plusieurs reprises déclaré que la Russie était un ennemi et ont tout fait pour briser ce pays. Et McFaul affirme que Trump découvre seulement maintenant que les Russes ne sont pas des amis. C'est incompréhensible. C'est une forme de folie que même le Financial Times juge digne d'être publiée, car cela semble d'une stupidité sans nom. Comme je l'ai dit, la tactique de négociation fondamentale de M. Trump consiste à semer la confusion. Ce qui peut sortir de cette confusion, nous l'ignorons. Eh bien, si la tactique de Trump consiste à semer la confusion, placez-vous ces déclarations relativement récentes dans cette même catégorie. Il a accordé une interview dans laquelle il a soutenu que la Russie ne voulait pas simplement une bande de l'Ukraine, mais qu'elle voulait impliquer toute l'Ukraine. Après tout cela, il semble assez difficile de croire qu'il croit réellement à cela. Bien sûr, il a enchaîné en affirmant que, grâce à son leadership, la Russie ne le fait pas. J'imagine qu'il cherche à se présenter comme quelqu'un capable de contenir la Russie. Mais pensez-vous qu'il croit vraiment à cela? Ou est-ce, encore une fois, pour montrer qu'il peut adopter une position ferme contre la Russie afin de faire avancer efficacement sa cause politique? J'aimerais croire que Trump est un renard, mais il y a des moments, je l'admets, où j'en doute. Cette remarque que vous avez citée est typique des déclarations à peine croyables qu'il fait au quotidien, qui ressemblent à des volte-face, encore une fois pour s'assurer que chaque camp pense qu'il est, ou pourrait potentiellement être, de leur côté, ne serait-ce que pour obtenir son attention au bon moment. Non, bien sûr qu'il ne peut pas croire que les Russes veulent prendre toute l'Ukraine. Comme je l'ai récemment commenté à ce sujet, c'est, comme vous le dites, une façon de préparer le public, quiconque écoute ses propos, à croire qu'il a empêché les Russes de prendre toute l'Ukraine. Ils ne prennent que les 4 provinces qu'ils occupent en grande partie actuellement, plus la Crimée. Il a donc sauvé le reste de l'Ukraine pour l'Ukraine. Mis dans le contexte de toutes les déclarations de l'administration Biden,
Et les démocrates progressistes aujourd'hui continuent de croire que Poutine veut prendre les États baltes, qu'il veut prendre la Pologne. Donc dans ce contexte, si les Russes ne repartent qu'avec 4 provinces en Ukraine, cela semblerait être une grande victoire pour le médiateur, M. Trump. Mais cela ne ressemblerait à une victoire qu'aux yeux des enfants. Je ne pense pas que des adultes sérieux puissent prendre ce genre de discours au sérieux. Je suppose que tout le récit, selon lequel la Russie voudrait s'emparer de toute l'Ukraine, peut servir 2 objectifs différents. Le premier, c'est l'idée que nous devons affronter les Russes, parce qu'ils cherchent à conquérir du territoire ou à poursuivre la guerre. Cependant, cet argument, que la Russie veut toute l'Ukraine, comme tu l'as dit, peut aussi servir un autre but, à savoir revendiquer une victoire en ne perdant que 4 régions. Donc encore une fois, j'ai longtemps supposé que c'est le genre de récit vers lequel les Européens vont aussi commencer à s'orienter, quand il deviendra évident qu'une négociation de paix, ou disons un règlement de paix, sera nécessaire, même si elle est douloureuse, voire humiliante. Ils pourront au moins s'appuyer sur l'idée que, finalement, Poutine voulait tout prendre, et qu'il n'a eu que 4 régions. En d'autres termes, nous avons gagné. Encore une fois, si c'est une mesure pour sauver la face, je suis tout à fait pour, tant que cela mène à une véritable paix. Mais je reste néanmoins perplexe quant à la réaction des Européens en ce moment. Le concept même d'ultimatum. Encore une fois, il se passe actuellement des développements très importants sur la ligne de front. Il craque assez rapidement, et pendant que cela se produit, les Russes exercent de plus en plus de pression sur l'ensemble de la ligne de front. Comment peut-on poser un ultimatum à la partie qui est en train de gagner? C'est complètement inversé, non? Vous pouvez faire cela si vous avez la Wehrmacht, ce qui n'est pas leur cas. C'est là toute la nature illusoire de leur action. Ils n'ont pas la force. Ils se sont engagés, ils ont vidé leurs arsenaux, ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient d'utile en Ukraine. Et maintenant, ils menacent d'une action militaire ou de nouvelles sanctions économiques alors que la Russie est déjà le pays le plus sanctionné au monde. Ce n'est que de la posture, rien de plus. Les Russes savent bien qu'il n'y a aucune réalité derrière ces menaces. Ils veulent simplement donner une bonne image à leur pays, comme s'ils étaient des durs. Et c'est particulièrement vrai pour M. Merz, dont la victoire et l'installation en tant que chancelier ont été assez creuses puisqu'il a perdu le premier vote lors de sa prise de pouvoir. Donc nous sommes dans une situation où M. Trump fait face à de nombreux défis graves, tant sur le plan intérieur qu'international. Certains de ces défis, il les a créés lui-même par des actions très mal conçues et mal mises en œuvre, comme sa guerre commerciale excessive avec la Chine. Il s'est donc imposé de nombreux handicaps qui n'étaient pas nécessaires. Cela dit, il existait déjà des obstacles avant son arrivée sur la scène, et ils sont toujours présents. Cela inclut l'opposition en Europe des principaux pays que nous avons cités, ainsi que l'opposition au sein du Parti républicain et, bien sûr, de l'ensemble du Parti démocrate. Il essaie apparemment de tenir ses adversaires à distance en donnant l'impression qu'un jour il penchera dans un sens, comme je le souhaite, et le lendemain dans l'autre, comme il ne le souhaite pas, et ils ne savent pas comment tout cela va finir, mais ils espèrent encore qu'il pourra être ramené à la raison. Cela semble être sa tactique, mais je doute qu'il réussisse. Il semble jouer un jeu similaire au Moyen-Orient d'ailleurs, où il passe du statut de plus grand soutien d'Israël à celui de presque vouloir embarrasser Netanyahou. Mais si une paix ne peut pas être conclue maintenant, combien de temps pensez-vous que cette guerre peut réellement durer? Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a plus grand-chose à envoyer. Macron a d'ailleurs souligné ce point dans les médias, je crois que c'était hier, lorsqu'il était interviewé à la télévision française. Il a dit «
Nous avons effectivement envoyé ce que nous avions à envoyer. Le reste, nous en avons besoin pour notre propre sécurité. Donc, s'il n'y a plus d'armes à envoyer, si l'on reconnaît la pénurie énorme de main-d'œuvre du côté ukrainien, et aussi, comme certains journaux occidentaux l'ont rapporté, que la production militaire russe ne cesse de sortir de l'armement lourd, mais que tout est envoyé à l'arrière, constituant une force très puissante. Avec tous ces éléments, nous ne voulons toujours pas négocier la paix. Mais où cela va-t-il finir? Pensez-vous que nous approchons des phases finales? Je pense que nous y sommes, mais pas pour les raisons que la plupart des gens imaginent. Je ne crois pas que les Russes vont gagner la guerre et obtenir la capitulation de l'Ukraine sur le champ de bataille, du moins pas à court terme. Sur le long terme, cela peut durer très longtemps. La fin de la guerre viendra avant la nouvelle année, et elle ne viendra pas d'une nouvelle victoire sur le champ de bataille, elle viendra de l'effondrement politique de l'Ukraine. Lorsque M. Trump dit qu'il arrête tous les envois d'armes à l'Ukraine et qu'il ne fournira ni ne vendra d'armes à l'Europe pour qu'elles soient livrées à l'Ukraine, s'il a le courage et la cohérence logique de le faire, alors la guerre sera terminée en quelques mois. Voilà la fin que j'envisage. Pas une vaste offensive russe qui anéantirait l'armée ukrainienne. C'est ce que beaucoup de partisans de la Russie parmi nos pairs sur YouTube affirment. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que cela se terminera par l'effondrement politique de l'Ukraine. Comment ce scénario d'effondrement, provoqué bien sûr par le manque d'accès aux armes, se déroulerait-il? Est-ce qu'il y aurait une lutte? L'armée s'opposerait-elle à Zelensky? Seraient-ce les nationalistes? S'agirait-il d'un soulèvement de la société civile? Parce que, j'imagine, il y a pas mal de lignes de fracture au sein de l'Ukraine. Comment voyez-vous ce changement de régime se produire s'il n'est pas directement initié par les Russes? Je pense que l'armée le poussera dehors. Je ne pense pas qu'il y aura un coup d'État violent. Je crois qu'il a suffisamment le sens des réalités pour prendre l'avion et partir lorsqu'il verra qu'il est sur le point d'être renversé et assassiné. Mais je pense que l'armée finira par se retourner contre lui. Ce que je veux surtout souligner, c'est que la guerre ne se terminera pas rapidement, parce que M. Poutine continue de miser sur une guerre d'usure. Et c'est un processus lent. Les Ukrainiens mettent l'accent sur la guerre par drone, qui est assez efficace. Les Russes disposent également de la guerre par drone. Ce sont deux pays qui utilisent efficacement les armes les plus modernes, ce qui a changé les conditions sur le champ de bataille et mis l'accent sur un très petit nombre de joueurs intelligents, des joueurs de jeux vidéo qui se sont convertis en opérateurs de drones, par opposition à des centaines de milliers d'hommes sur le terrain. Les Russes ne peuvent plus déployer de grandes concentrations de troupes sur le terrain pour submerger l'ennemi. Ce n'est plus faisable en raison des risques inhérents aux attaques de drones kamikazes. Ainsi, le jeu des chiffres, où les Russes surpassaient largement les Ukrainiens en nombre, alors que les effectifs ukrainiens diminuent et que leurs meilleurs combattants ont déjà été tués, ce jeu des chiffres n'est plus aussi déterminant que l'utilisation efficace des drones. La guerre a donc changé. Et c'est pourquoi je dis que la guerre ne se décidera pas sur le champ de bataille, mais dans les couloirs du pouvoir en Ukraine. Et comme vous l'avez dit, la force logique pour précipiter ce changement, c'est l'armée. Donc, si nous assistons à ce changement de régime et que la guerre prend fin, que pensez-vous qu'il adviendra du partenariat transatlantique qu'est l'OTAN et de manière générale du rôle de l'Amérique en Europe? Car on avance souvent aujourd'hui que l'une des principales raisons pour lesquelles les Européens sont en panique, c'est que si la guerre s'arrête maintenant,
les Américains mettront, dans une certaine mesure, à exécution ce qu'ils ont dit vouloir faire, à savoir accorder moins de priorité à l'Europe. Pensez-vous que les divisions vont s'accentuer une fois la guerre terminée? Non, je vois autre chose. No, I see something else. As I've just indicated, Donald Trump has it within his power. Comme je viens de l'indiquer, Donald Trump a le pouvoir de faire avancer la paix dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais pas à la table de négociation qui se tient actuellement. Ce n'est que l'antichambre du véritable règlement qui interviendra lorsqu'il retirera tout soutien à l'Ukraine. Les États-Unis ont également le pouvoir de mettre fin aux problèmes de l'OTAN et de forcer leurs alliés occidentaux à venir à la table des négociations avec les Russes pour réviser l'architecture de sécurité du continent. Et c'est très simple. Si M. Trump fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire renoncer à l'accord conclu par Biden avec Scholz concernant l'installation de missiles américains à moyenne portée, armés d'ogives nucléaires, en Allemagne. Si cela est fait, alors la défense de l'Europe est terminée. La chose logique à faire serait qu'il y renonce, en convenant avec les Russes qu'ils retireront tous leurs missiles à ogives nucléaires jusqu'à l'Oural. De cette façon, ils ne représentent plus une menace. Rappelons-nous que la guerre a commencé en raison de la perception de la Russie selon laquelle l'Ukraine était utilisée par l'OTAN et par les États-Unis, ou que des missiles à moyenne portée, qui allaient bientôt être installés là-bas, pourraient atteindre Moscou en 5 minutes. Cela était inacceptable pour les Russes, et cela leur a donné une raison de commencer cette guerre. Cette question n'a pas été abordée. M. Trump peut y répondre de la manière que je viens de décrire, en retirant tous les missiles et toutes les armes nucléaires de ce continent, l'Europe, y compris ceux de la France et du Royaume-Uni. Si cela est fait, les Russes signeront immédiatement et toute la présence de l'OTAN sera anéantie. M. Trump n'a pas besoin de quitter l'OTAN. Il doit retirer les éléments menaçants de l'OTAN qui nous empêchent tous de dormir la nuit. Et il en a le pouvoir. Si M. Trump est une figure centrale, s'il raisonne un jour de manière logique, mais qui n'est pas garantie. Ma dernière question concerne simplement la situation intérieure en Russie, telle que vous la percevez, puisque vous revenez tout juste de Saint-Pétersbourg. Comment expliquez-vous la croissance économique en Russie, notamment au sein de l'État, mais aussi de manière générale, y compris la hausse du niveau de vie? Comment cela est-il possible? Ils sont en pleine guerre coûteuse, et des sanctions, d'une ampleur jamais vue auparavant, ont été imposées contre eux par l'Occident collectif. Alors, qu'avez-vous observé et comment expliquez-vous cela? Eh bien, lorsque vous regardez régulièrement les émissions de Vladimir Solovyov, vous voyez un certain membre de la Douma, il est vice-président de la Douma, M. Babakov, qui, chaque semaine et à chaque passage à l'antenne, parle du fait qu'il ne faut pas considérer les horribles taux d'intérêt de 21% fixés par la Banque de Russie, qui détruisent la croissance économique, etc. Voici le cœur du problème. Comment l'économie russe prospère, ce qui est indéniable, non seulement face aux sanctions pour lesquelles ils ont eu 8 ans pour se préparer, de 2014 à aujourd'hui, ils ont été très occupés à renforcer leur défense contre ce type de sanctions, mais aussi grâce à leurs propres actions pour protéger leur taux de change, pour contenir, freiner l'inflation, qui serait naturelle lorsque de nombreuses sources d'approvisionnement se sont taries à cause des sanctions et de l'incapacité des producteurs et fabricants qui entretenaient de longues relations avec la Russie à livrer leurs marchandises. Alors, comment survivent-ils à tout cela? J'ai beaucoup réfléchi à cette question et je suis convaincu que la réponse que je vais vous donner est très pertinente par rapport à ce que vous avez demandé. En effet, la Russie adopte à la fois une approche d'économie de marché libre, c'est ce que Nabiullina met en place,
maintenir l'inflation à un niveau bas et soutenir la monnaie par des taux d'intérêt élevés qui atteignent aujourd'hui le niveau incroyable de 21%. Parallèlement, il existe une approche étatiste où le ministre des Finances accorde des subventions au système bancaire afin de distribuer des crédits à des secteurs spécifiques et à certains fabricants privilégiés qui produisent des biens et services jugés essentiels à la croissance du pays. C'est-à-dire que vous avez une gestion étatique de l'économie en distribuant des crédits bon marché à des industries et des fabricants privilégiés. C'est cela qui a permis à la Russie d'atteindre un taux de croissance de 4%, malgré des taux d'intérêt qui auraient dû la plonger en récession. Il y a donc une gestion très complexe de l'économie, qui inclut des éléments comme le commerce en monnaie nationale plutôt qu'en dollars. Divers mécanismes de règlement ont été mis en place afin que des marchandises du monde entier soient disponibles. Ce dont j'ai parlé dans mes écrits à propos de ce que j'observe dans les supermarchés, je n'ai pas abordé cet aspect-là. Comment ces produits arrivent-ils là? Pas seulement sur le plan logistique, c'est le moindre des problèmes, mais sur le plan financier. Comment tout cela est-il payé? Comment les fournisseurs reçoivent-ils les revenus qui leur sont dus pour leurs exportations vers la Russie? Je vois du céleri branche vert, de la laitue iceberg, des pastèques d'une qualité fantastique venant d'Iran, dans les supermarchés et les épiceries de quartier. L'épicier du coin a tout cela. Ils ont 4 variétés de fraises dans l'épicerie du coin, de la région russe du Kouban, d'Azerbaïdjan, de Turquie et de Grèce. Comment font-ils? C'est une gestion fantastique des paiements en l'absence de SWIFT. Ils ont maîtrisé cela de la manière la plus professionnelle qui soit. J'aimerais attirer à nouveau l'attention sur un grand sujet. M. Poutine a supervisé depuis son arrivée au pouvoir, mais surtout après 2008, lorsque le conflit avec les États-Unis a vraiment éclaté. Il a mené une réindustrialisation de la Russie qui bat son plein. Si M. Trump admire, respecte, et je dirais même envie Vladimir Poutine et la Russie, c'est parce qu'ils ont réussi une réindustrialisation que M. Trump aimerait voir aux États-Unis. La Russie y est parvenue grâce aux sanctions, et M. Trump voudrait y parvenir par le biais de tarifs douaniers auto-imposés. L'idée est la même, rendre difficile, voire impossible, pour les fournisseurs étrangers de priver les industriels et agriculteurs nationaux potentiels de la possibilité de produire ou de cultiver ce dont le pays a besoin sur son propre sol, sans importer ses biens. C'est un objectif similaire que poursuivent à la fois Trump et Poutine. Poutine a déjà atteint ce stade grâce aux sanctions américaines, et M. Trump aimerait y parvenir par le biais de sanctions auto-imposées, que l'on appelle des tarifs douaniers. Je me souviens d'avoir constaté cela lorsque je travaillais à Moscou depuis 2014, à quel point ils mettaient essentiellement leur économie à l'abri des sanctions, poursuivaient une politique de substitution aux importations, développaient une plus grande souveraineté technologique, sécurisaient les chaînes d'approvisionnement et adoptaient une politique budgétaire plus conservatrice afin d'être moins vulnérables si de telles choses devaient se produire. Il semble que cela ait porté ses fruits. Gilbert Doctorow, merci beaucoup pour votre temps. Je l'ai toujours apprécié. C'est un plaisir.